Bien, merci aux organisateurs pour cette invitation. Merci aussi à mes deux collègues, toujours, d'intervenir en général en amont de ce que je peux raconter. Donc comme ça, toutes les questions réglementaires sont passées avant. Et comme j'y suis pas compétent, ça me permet très allègrement de ne pas en parler. Donc cette présentation est garantie sans réglementation. Pas tout à fait sans loi, il y a un petit peu de législation, mais normalement c'est pas bien méchant. Alors je suis maître de conférence à Paris 13, effectivement, je suis légiste à Jean Verdier, l'hôpital de Jean Verdier à Bondy, et chercheur à l'IRIS, donc l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Qu'est-ce que vient faire un légiste dans le Big Data, me direz-vous? Alors j'ai un peu triché, j'ai eu dans une autre vie d'autres centres d'intérêt, d'autres formations, je viens des mathématiques et de l'ingénierie en particulier. Et à partir de là, je mène un certain nombre de choses, et puis je nourrirai finalement cette présentation de un certain nombre de contributions, de participation, soit des groupes de travail qui nourriront cet exposé. Participer, on va parler de la PHP, schéma directeur système d'information pour 2016-2020, ce qui a donné naissance en partie à l'entrepôt de données dans sa forme actuelle. La commission de recherche et innovation des directeurs généraux des CHU qui se pose aussi la question de comment on peut organiser ça au niveau national, chacun ayant un petit peu son entrepôt. J'ai eu la chance ou la malchance, rétrospectivement c'est difficile à dire, de piloter le groupe ministériel sur le Big Data en santé en 2015 en 2013 et sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et en termes d'enseignement, typiquement à Paris 13, ça fait 6 ans maintenant qu'on a eu l'UE, que j'organise l'UE. Santé, données, Big Data, intelligence artificielle en santé, et je suis co-responsable d'un M2 de santé publique dans lequel on a aussi des UE sur le Big Data et l'interdisciplinarité. Voilà, juste une petite publicité pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a une plateforme qui s'appelle TerraLab, qui est un institut d'investissement d'avenir, dans lequel j'ai aussi un petit peu de travail. Et puis j'ai pas totalement perdu la main en termes d'outils, c'est-à-dire que ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a créé avec une PME une plateforme on va dire de Big Data, tout simplement. Donc TerraLab, qui est Institut Télécom Jeunesse, Speedlab, donc là, on a pu créer une dizaine d'années. Bref. Plus concrètement sur le sujet, Big Data en santé, c'est quoi? On pourrait faire 15, 20, 30 slides sans doute, et surtout par faire toutes les discussions qu'on a eues en 2015-2016 sur le sujet, où toute réunion commençait par « Ah oui, mais non, mais Big Data, c'est pas ça ». C'est ma définition. Une définition sur laquelle vous pouvez tomber assez facilement, c'est l'édition dite en V, en raison de la simplicité, pour elle la simplicité, qui fait qu'on les retient plus facilement, sans doute. Typiquement, la définition en 3V, volume, variété, vélocité. Alors plus spécifiquement en santé, ça voudrait dire quoi? Le volume, ça se comprend assez bien, plus dans Big Data, le Big, on est assez content. Beaucoup de données, alors beaucoup ça ne veut pas dire grand chose, parce que c'est beaucoup de patients, parce que c'est beaucoup de caractéristiques, et c'est simplement le poids, combien ça pèse les données. Et en santé, finalement, si vous excluez l'image au sens large, éventuellement la génétique, ça n'a pas forcément des volumes si importants que ça. On va discuter, pas de souci. La variété, c'est de vous dire que plutôt que de traiter un peu classiquement des grands tableaux bien rangés, on peut utiliser un certain nombre de sources complètement différentes, typiquement du texte, de la voix, de la vidéo. En santé, encore actuellement, évidemment, il y a ici des exceptions. Cette variété, dans la plupart des cas, n'est pas forcément si importante que celle qu'on pourrait retrouver ailleurs. Et surtout, le V le plus contestable pour la santé, c'est l'idée de vélocité, qui serait de dire on va traiter des très très gros volumes tout de suite maintenant en temps réel pour en obtenir quelque chose. Peut-être qu'un jour ou l'autre on s'en servira, mais c'est vraiment pas ce qui prédomine pour la santé actuelle. On s'était mis, après un certain nombre de discussions, donc, lors des travaux au ministère, d'une définition un peu différente, qui se voulait un peu plus opérationnelle pour la santé, et qui est appelée à finalement plus fortement valable dans quelques années, mais qui devait être opérationnel au moment où on a travaillé. Donc c'était une définition sur deux piliers, les données et les traitements. Les données, donc, il s'agissait de parler de l'utilisation, du décloisonnement, de l'appariement de données qui sont habituellement produites et utilisées en des lieux, mais des moments distincts. La biologie à un endroit donné, éventuellement un compte-rendu clinique ailleurs à un autre moment, et d'origine et de nature variée. On revient sur l'histoire des V de tout à l'heure. Des données qui vont être traitées, analysées, alors par des méthodes soit dites classiques encore une fois en biomédecine, avec un argument de majorité, ou dites entre guillemets non classiques, et c'est là où ça peut évoluer. On reviendra sur l'idée de l'intelligence artificielle un peu plus tard,
Et cet ensemble pour une variété d'usages. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas, par exemple, à la recherche ou à la recherche clinique plus particulièrement, mais qu'on peut envisager un certain nombre d'usages très variés sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Alors en 2019, Big Data, on en parle encore un peu, c'est déjà un petit peu désuet, entre guillemets, on a eu une succession de termes, on a parlé de Smart Data, on a parlé de Machine Learning, de Deep Learning, et puis on est revenu sur l'intelligence artificielle plus récemment, sachant que, sens qui étant, l'intelligence artificielle, ça a des relents des années 50, donc on boucle un petit peu, il y a des choses qui changent, mais il y a un fond qui reste. Si on veut simplifier un petit peu, on a beaucoup parlé de données tout à l'heure, et effectivement, pas de données, pas de traitement de données, enfin, on est bien d'accord, ça va être compliqué. Ceci étant, se focaliser uniquement sur les données présente un certain nombre de problèmes, et une façon de représenter les choses, c'est de se dire que de toute façon, il y a des données certes qui sont faites entre guillemets pour être traitées, qui vont servir à des usages, mais ce triangle doit être le plus équilibré possible parce qu'on peut difficilement envisager n'importe quel traitement sur n'importe quelle donnée, n'importe quel usage à partir de n'importe quel traitement, n'importe quelle donnée. Vous pouvez prendre toutes les combinaisons 2 à 2. C'est un modèle qui tient assez bien. L'idée initiale, finalement, je reste en santé, ça avait été de dire il y a de l'existant, il s'agit de l'utiliser. Et en pratique, c'est quoi? C'est de dire, typiquement, on va prendre l'hôpital, mais il n'y a pas que l'hôpital, hein, vous allez à l'hôpital, je ne vous le souhaite pas, comme patient, des données sont produites, on va prendre votre tension, un certain nombre de constantes, tout cela va être de plus en plus numérisé, et en dehors du soin, bien évidemment, parce que vous avez quand même avant tout à l'hôpital pour vous faire soigner normalement, ces données sont peu ou pas utilisées, et on considère qu'elles ont une valeur, encore une fois, en dehors de son utilisation dans le soin, importante, et qu'il suffirait de les utiliser. Ça partait de ce principe-là au tout début, quand je reprendrai l'historique un peu tout à l'heure, de dire voilà, donc, des choses existent et c'est dommage, on les sous-exploite sans doute, on pourrait en faire beaucoup de choses. Avec l'idée que ce stockage est relativement finalement statique, vous avez quelque chose qui dort quelque part et il va falloir l'exploiter. Et ce stockage finalement il est tout sauf statique, il est tout à fait dynamique, il évolue en volume, il évolue en périmètre aussi, de plus en plus, il numérise davantage de choses et en nature ça revient à cette idée de variété tout à l'heure. Et la forme de ce qui est stocké peut être difficilement séparée des usages que vous voulez en faire. On aura l'occasion de revenir un petit peu dessus. Alors je vous propose de... Donc on m'avait demandé plutôt d'axer sur le stockage, donc je vais essayer d'être obéissant, et d'essayer de vous parler finalement de l'idée de ce stockage des données à 2 échelles. À l'échelle plutôt nationale, comment ces choses-là se sont un peu structurées, qu'est-ce qui existe. Il y a des choses que je vais reprendre de ce qui a été dit tout à l'heure. Et puis ensuite, à une échelle beaucoup plus locale, voire personnelle, en vous présentant un certain nombre d'exemples plus concrets. Donc les questions qui pourraient se poser au niveau national, c'est finalement, c'est quoi l'état des stocks? On parle de données, qu'est-ce qui est disponible, comment ça s'organise, comment ces stocks se structurent-ils, et puis au-delà de la structuration des stocks, comment finalement l'accès et le traitement sont-ils pensés dans ce contexte. C'est une histoire pas si vieille que ça, finalement, une histoire de 30 ans si on veut simplifier, avec une première phase dans les années 80-90 qui était de dire on va essayer d'organiser la donnée essentiellement pour piloter. Alors, piloter au niveau secteur hospitalier et au niveau de la consommation de soins. Là vous avez eu le PMSI, le programme de médicalisation du système d'information en 84 et les DIM en 89 qui ont été créés. Et côté consommation de soins, typiquement aussi, le SNIRAM, sur lequel je ne reviendrai pas, le système national interrégime d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et puis, pour, on va dire, la météo de la santé, parce qu'on veut caricaturer un peu, pour la veille sanitaire, échue essentiellement à l'INES en 98. Ça, c'était le début, chercher à organiser un peu les choses dans une optique plutôt de pilotage, on va dire. On a commencé à concentrer les données dans les années 2000-2005, vous avez les premiers projets type d'entrepôt de données, notamment le CHU. Alors, entendre les premiers projets, c'était des projets entre guillemets non officiels, plutôt à l'ombre du DIM si tu avais la malchance d'être dans les sous-sols. C'est des choses où on commence à se dire on peut utiliser des choses, des données, on va en faire quelque chose. Vous aviez l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, la TIH, qui est également créée à ce moment-là, qui participe aussi de la concentration et de l'organisation. C'est-à-dire que les différents PMSI des différents établissements, il s'agissait maintenant de les concentrer au niveau national, de les consolider, en organiser la qualité et éventuellement l'utilisation. On concentre.
Et puis ensuite, les 10 années plus tard, ce qui a commencé à germer un petit peu en idée d'entrepôt de données en particulier, les premiers développements un peu plus officiels, où effectivement, on va dire, encore une fois, c'est une caricature, du DIM ou de la petite unité où on a commencé à se dire qu'on allait utiliser des données pour faire quelque chose, aller voir, remonter la direction, en dire, ben voilà, nous, certes, il y a par exemple, il y a PMSI, il y a plein d'autres données qui dorment, sans doute qu'on pourrait utiliser, notamment pour mieux piloter votre établissement. D'où les premières autorisations, on dit ok, essayez, on verra ce que ça donne. Alors les grands projets officiels, vous avez vu notamment au Grand Ouest, Brest, Rennes en particulier, la PHP qui a suivi un peu après, qui a largement rattrapé son retard, si retard il y avait, et je n'ai pas du tout énuméré parce que vous avez actuellement une myriade d'initiatives locales à des stades avancés très différents. Et dans ce schéma-là, vous avez, notamment au niveau des établissements, donc je vais commencer avec un point d'interrogation, mais qui donne quand même toute cette mosaïque. Vous avez autour de la donnée, vous avez les DIM, vous avez effectivement des recherches cliniques, mais aussi des données, les centres d'investigation clinique, et puis la DSI, qui fournit plutôt les tuyaux, mais pour lesquels, dans certains endroits, les différents rôles et prérogatives sont en train d'être redistribués, et ce n'est pas toujours très simple ou très clair. Au niveau, encore une fois, donc toujours national, une phase d'organisation, de concentration, et puis on continue à remonter le cran. Vous avez vu les trois directions centrales du ministère de la Santé, la Direction générale de l'offre de soins, DSIS, la délégation à stratégie des systèmes d'information de santé, et l'adresse, la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, chacun normalement sur un créneau assez distinct, l'une sur l'organisation des soins, donc l'offre de soins, l'autre sur les systèmes d'information, plutôt les tuyaux, et l'autre sur l'utilisation, la valorisation en termes d'études et de recherche. Et eux se sont posés aussi la même question à ce moment-là, c'est on est tous de la donnée, on est tous intéressés à la donnée, comment est-ce qu'éventuellement on peut coordonner tout ça, sachant qu'on a un dénominateur commun. Juste pour information, parce que pour être un peu plus exhaustif, mais je ne développerai pas, au-delà de tout ça, il y a d'autres choses qui rentrent dans le périmètre et qui peuvent être attachées. La télémédecine, qui en France a un statut quand même très particulier, notamment dû à sa réglementation. Les cohortes, on en a parlé tout à l'heure, qui sont évidemment des pourvoyeurs importants et qui ont continué à se développer avec constance dans les dernières entrées. Et le DMP, alors qui n'est pas le plan du coup de gestion de données ici, mais le dossier médical partagé, alors qui a une histoire au minimum heurtée, même si vous avez été un peu curieux ou sensible à la communication de la Caisse d'assurance maladie, depuis quelques semaines, vous pouvez créer vous-même sur le site Amélie votre DMP. On verra s'il sera utilisé ou garni au fur et à mesure. Au-delà de cette période de concentration, il y a eu une accélération. Alors je ne reprendrai pas tout, parce que ça a été dit en partie par les collègues auparavant. Au niveau de la donnée, de façon pas focalisée sur la santé, mais de données en général, vous avez effectivement en 2014 la création d'Etalab, qui est un service interministériel, notamment dont la mission est de promouvoir l'open data, et puis la loi Le Maire, dont on a parlé tout à l'heure pour la République numérique. Plus spécifiquement sur la santé, en 2014-2015, il y a eu création notamment d'un poste spécifique au cabinet du ministère sur la santé et le numérique et qui a débouché sur la demande justement d'un groupe de travail sur le big data en santé, avec en parallèle, de façon quasiment simultanée, le groupe de travail sur la génétique génomique, cette fois-ci sur les dépôts sous la demande du Premier ministre, qui était la mission Lévy, qui a donné le plan France génomique 2025. 2016, ça a été dit aussi tout à l'heure, la loi Touraine, avec donc la création dans la foulée en 2017 donc, du SNDS, Système national de données de santé. Juste pour rappel, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, Système national de données de santé, dedans donc le PMSI, donc on a vu un peu la généalogie tout à l'heure, le SNIRAM, encore dans cette logique de concentration finalement, le CEPIDC pour les causes de décès. Et alors j'ai cité tout à l'heure finalement l'échantillon de l'INSEE. Et dedans, non, théoriquement il devait y avoir un échantillon de la population générale de l'INSEE. Il me semblait que ça avait été retoqué, effectivement. Donc on est vraiment dans cette idée, vous voyez, on a remonté jusqu'en haut de concentration. Et puis en bout de chemin, maintenant que finalement on a essayé d'organiser un peu ce guichet plus ou moins unique, cet endroit, ce lieu inévitable, entre guillemets, on s'intéresse un petit peu plus à l'organisation du traitement, avec en partie le volet santé de la mission d'UDANI sur l'intelligence artificielle. Et puis, ce qui a été esquissé tout à l'heure, la mission de préfiguration Health Data Hub, toujours sur la direction plutôt de l'adresse du ministère de la Santé. Qui entend, alors c'est pas encore très clair, normalement
Health Data Hub, c'est juin 2019, on doit avoir une première forme à peu près opérationnelle, vraiment opérationnelle, pouvant héberger des projets. Mais pour l'instant, son périmètre n'est pas tout à fait stabilisé. Est-ce que c'est un SNDS bis? Est-ce que c'est censé grossir le SNDS? Finalement, c'est encore pas tout à fait très clair. Le retour sur ce qui avait pu émerger des travaux sur Big Data en santé, ça avait été de se dire, on avait été interrogé sur, très bien, on parle de Big Data en santé, il faut se mettre d'accord sur ce que ça représente, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, comment on peut le définir, mais admettons qu'on soit d'accord sur ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait. Et une fois que vous nous dites à quoi ça peut servir, expliquez-nous, trouvez-nous sous quelles conditions ces usages peuvent prospérer, subsister, conditions sociales, techniques, juridiques, éthiques. D'où un ensemble d'actions derrière, la saisie de CNIL ou du Conseil consultatif national d'éthique. Les trois acteurs dont je vous parlais tout à l'heure qui sont retrouvés, toujours au niveau de, ok, on a des missions, 3 missions un peu différentes, DRES, DGES, D6, et la donnée au milieu, comment on coordonne tout ça. Et plus spécifiquement, un certain nombre d'entretiens individuels qui avaient été réalisés et des focus group également. Le consensus, un des consensus avait été de se dire on peut dégager une typologie, alors comme toute typologie, absolument pas absolue ni incontestable, 7 types d'usages pour le Big Data en santé, que je vous décris ici brièvement. Encore une fois, c'est une typologie, elle est discutable, mais elle était assez stabilisée. Un usage qui serait de dire, il y a un usage d'aide à la décision au sens large, thérapeutique, diagnostic, un certain nombre de choses que vous pouvez imaginer, mais typiquement, spécifiquement dans le contexte de la relation entre un professionnel de santé et un patient. Et son pendant, qui serait aussi un usage d'aide à la décision, mais hors du contexte de ce lien entre le professionnel de santé et le patient. Pour faire simple et rapide, on serait plus dans le domaine de ce que j'appelle par exemple le bien-être, le coaching, ce genre de choses. L'usage de recherche auquel on pense assez facilement, avec deux faces. À se dire que le Big Data, ça peut être un outil, effectivement, qui peut nous aider, mais également un objet d'étude. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut attendre, quelle confiance peut-on avoir notamment entre les traitements type Big Data en termes de production. Les usages de vigilance, vous pouvez décliner, épidémiovigilance, matériovigilance, pharmacovigilance, l'extension de l'IMBS, finalement, tout simplement, pour ses prérogatives. De gouvernance et de pilotage, mais à toutes les échelles, en caricaturant encore une fois, de votre cabinet de ville jusqu'à l'État en passant par les ARS. Les usages pédagogiques, pareil, à tous les niveaux, aussi bien du citoyen, parce que comme l'a dit monsieur tout à l'heure, on n'est pas tous patients. La santé peut nous concerner avant d'être malade, mais d'être patient, donc on peut aller un pas en arrière. Aux professionnels de santé jusqu'aux patients quand même, en passant par le patient chronique par exemple. Et puis ce qui existe, mais qu'au début le cabinet ne voulait pas voir apparaître, c'est des usages, on va dire, plutôt commerciaux, en tout cas affichés comme commerciaux. Malheureusement, ça existe, malheureusement ou heureusement, je ne sais rien, mais ça existe, que les pouvoirs publics veuillent le reconnaître ou pas, il était important de les faire apparaître. Les recommandations qu'on nous avait demandées, elles étaient les suivantes. Donc l'utilisation de cette typologie d'usage pour rendre un peu les choses lisibles, ou en tout cas une grille de référence commune, notamment pour y ajuster un cadre juridique possible qui avait été proposé de dire la méthodologie de référence dont je vous ai parlé. Pour l'instant, on est à la 4e, c'est ça. Et il y a la 5e dans l'étude. Il y en a aujourd'hui 6. Alors, nous, quand on y était, la 3, on venait de sortir. L'idée, ça avait été de dire, vu ce que vous nous décrivez comme grand cas d'usage, il n'est pas invraisemblable de proposer une méthodologie de référence par type d'usage, par exemple, en allant rapidement. Et d'essayer de favoriser la collecte d'informations au niveau de la personne, avec cette idée de dire que notamment si un DMP existait et fonctionnait, ce serait déjà un peu plus simple, parce que le format déjà serait le même pour tout le monde, et qu'il y aurait la possibilité de faciliter un peu, en tout cas, la gestion de l'accès aux données personnelles. Un peu plus sur l'idée de stockage justement et d'accès au traitement, il y avait une notion centrale qui était celle d'intermédiaire de confiance, que je ne peux pas détailler trop ici, mais l'idée est assez simple, de base en tout cas, c'est d'organiser justement la rencontre entre les personnes qui voudraient utiliser les données, qui voudraient les traiter, et les sources de données, qu'elles soient centralisées ou non. Avec notamment à sa disposition un catalogue de données dites qualifiées, c'est-à-dire qu'on peut parler de qualité dans l'absolu des données, mais vu la diversité d'usage, et après, l'étape d'après, c'est de se dire que toutes les données ne sont pas forcément adaptées à l'usage que l'on veut en faire. Donc de dire, voilà, vous vous adressez à moi, il y a un certain nombre de données qui peuvent vous être utiles par rapport à votre projet. Maintenant, elles sont plus ou moins adaptées, effectivement, a priori, à ce que vous voulez en faire. Il y a un consensus large sur
Une demande politique d'incitation de structuration générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dans les CHU, typiquement, tout le monde n'est pas son entrepôt de données avec son système d'information informatique particulier. Des choses que vous pouvez imaginer assez facilement. Et qui allait avec, mine de rien, la reconnaissance aussi de métiers à pérenniser. Parce que je vous ai dit, initialement, les premières initiatives, c'était de dire, bon, il y a quelqu'un qui bricole quelque part des données, qui allait voir un moment la direction en disant, j'ai peut-être un truc qui peut vous intéresser, bon, très bien, allez-y, vous ne faites pas trop de bruit éventuellement. Et puis à un moment, on a dit, ok, ça peut servir, mais en fait, c'est pas gratuit. Il ne suffit pas juste de se pencher, ça mobilise du matériel, des personnes, et notamment des personnes. Donc actuellement, il y aura une forme de convergence quand même au niveau national de cette idée de stockage, en tout cas, donc il y a notamment le SNDS, et éventuellement le futur Health Data Hub. Cette convergence étant destinée avant tout pour certains acteurs aussi certaines données. Tout le monde, ça je m'inscris un peu en faux, pour le coup, tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser le CNRAM et le PMSI, il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas forcément accès. C'était pour le niveau national, au niveau un peu plus, d'autres exemples, mais je peux vous parler de ce que je connais un peu plus en y étant impliqué. À un niveau plus donc projet, parler par exemple du projet autour du risque infectieux en chirurgie orthopédique, ça c'est basé sur les 6 CHU du Grand Ouest, plutôt sur un usage d'ADA décision, de vigilance, de prédiction des défaillances toutes causes éco-spécifiques en réanimation d'événements hypotensifs. Ça, c'est aussi bien le CHU de Brest que la base de données MINIC, qui est une base de données américaine semi-ouverte, on va dire. Les données de l'entrepôt de données de la PHP. La vigilance et le partage d'informations en ville hôpital concernant les bactéries multirésistantes, qui est plutôt à Brest aussi, et étendue au Grand Ouest, avec l'idée qu'on est plutôt sur de la vigilance et de la décision. C'est balayé assez large. Sur le risque infectieux, l'idée c'est quoi? Parlons typiquement d'affection instéo-articulaire, donc un genou qui va s'infecter par exemple au décours d'une opération. Pour faire simple, c'est des problèmes qui couchent un certain nombre de patients, c'est quelque chose qui peut évoluer sur un mode chronique, qui n'est pas forcément facile à dépister, pas forcément facile à traiter, qui consomme beaucoup de personnes mais pas assez typiquement pour qu'un traitement statistique classique soit efficace. Donc il faut essayer de l'aborder différemment. Et une possibilité, c'était de se dire, il y a quand même de la recherche sur des aspects très spécifiques des infections osso-articulaires, de trouver de la recherche sur l'interaction entre un type de cellule osseuse et une bactérie. L'idée, c'était d'essayer de faire une sorte de méta-analyse qualitative et quantitative de toutes ces interactions. Et une possibilité, ne prenez pas peur, c'est typiquement d'essayer de recenser toutes ces interactions, ce qu'on appelle des agents typiquement. Là, vous allez avoir plutôt un système militaire, contrairement aux apparences, un système assez simple ici. La bactérie et par exemple les cellules osseuses ici. Donc ça, c'est issu, petite pièce par petite pièce, typiquement de la littérature scientifique. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir faire des simulations, avec tous les avantages et les désavantages que peut être une simulation. Donc tous les petits points, c'est les agents ici. Vous pouvez regarder évoluer dans le temps. Alors ça peut être un peu hypnotique, si vous avez du mal à dormir, vous pouvez vous mettre devant l'écran, et éventuellement on finira par vous endormir. L'idée, c'est que vous pouvez faire, alors vous pouvez mettre 10 000, 100 000, 1 million d'agents et faire 10 simulations, 1 million de simulations. Alors vous avez soit 10 films, soit 1 million de films. Je ne suis pas sûr que vous soyez motivé pour regarder 1 million de films. Et en admettant que ce soit faisable, il faut trouver un moyen pour tout de même synthétiser finalement les résultats de cette expérience. Alors je vous demande de me croire sur parole, parce que je ne suis pas sûr que vous soyez convaincus. On peut donc suivre l'évolution des différentes populations de l'expérience, et on peut simplifier le problème. Si, croyez-moi, c'est plus simple, avec notamment des modélisations mathématiques. Alors simple, parce que tout ça, c'est pas tout ça qu'on va retenir, c'est une seule case, donc finalement vous allez représenter votre système quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, simple au sens de concis. Et de l'idée que vous êtes passé d'1 million de simulations à des millions de cellules à quelque chose, après à confronter à la réalité bien évidemment. C'est ce qui est fait typiquement ici. Vous avez ce qui est lisse, plutôt les résultats de ces simples 2 petites équations qui synthétisent le résultat de toutes vos expériences qui sont plutôt ici. Je ne dis pas que ce soit bien, que ça résume tout, je vous donne un exemple particulier. Typiquement, on est dans du registre où vous avez, je dis, des tableaux assez démentiels, vous n'allez pas les regarder à la main, c'est totalement indigeste. Mais en taille, finalement, c'est pas très gros, ça va tenir sur un CD, on va dire, et ça ne demande pas des capacités, sauf si vous êtes extrêmement pressé, assez incroyables.
Pour rappel, si vos notions sont un petit peu loin, parce que le CD c'est un peu loin maintenant, le CD c'est 650 MB, un DVD 4,5 Go et 1 Tera, c'est un disque dur actuel que vous trouvez aller à 45-50 euros. On n'est pas forcément sur des choses démentielles, a priori. Si évidemment vous voulez étendre à tout un CHU, notamment sur l'entrepôt de données, si vous êtes en train de vous dire, moi j'ai pas envie qu'une trentaine de variables, mais des tas d'autres choses, fatalement, évidemment, vous avez une inflation, et là, en l'occurrence, on passait à quelques gigaoctets, à plusieurs teraoctets, donc on va dire l'équivalent de plusieurs disques durs classiques. Pareil pour les capacités de calcul, c'est pas des choses pharaoniques. Un autre type d'exemple, juste graphiquement, pour vous donner une idée, effectivement, ici vous êtes en réanimation, et en réanimation, vous savez qu'on a des mesures encore un petit peu différentes, notamment les signaux physiologiques qui sont capturés dans le moniteur. En haut, là, typiquement, sur ce graphique-là, une ligne, c'est un patient, et chaque point, c'est une variable en enregistrement. Donc, et ça, c'est juste une coupe, donc effectivement, vous avez un certain nombre de données qui peuvent être enregistrées. Donc c'est l'idée, in fine, et là, notamment sur la PHP, on n'a pas forcément tant de patients que ça, on a 5 000 patients, pardon. À la fin, quand vous aurez sélectionné, il n'y a plus qu'une trentaine de variables, mais parti sur énormément d'enregistrements. Vous êtes sur des données de plusieurs services, peut-être sur des modèles de traitement qui sont entre guillemets pas classiques, mais plutôt sur de l'intelligence artificielle, et des données très variées, cliniques, biologiques, physiologiques, etc. Là, évidemment, initialement, la collecte, encore une fois, vous êtes sur la quarantaine, a priori, d'établissements de la PHP, vous n'avez pas forcément sélectionné tout, mais vous avez du volume. Après, une fois sélection, ça réduit énormément. Vous voyez qu'à un moment, quand même, il y a une histoire de boulot. Voilà, je passe un petit peu plus vite, moi sur des sujets qui sont un peu plus spécifiques de mon corps de métier, j'ai envie de vous dire, notamment sur les idées de violence et de retentissement sur la santé des violences. On a des études sur la multicausalité et l'identification de profils de victimation multiple chez les femmes victimes de violences, par exemple. On a une très grosse étude européenne qui est totalement sous-exploitée, on a énormément de caractéristiques, et donc beaucoup de combinatoires. Et sur du côté traitement de données un peu différent, je pilote depuis 2 ans un projet multicentrique où l'idée c'est de dire les médecins ils n'ont pas forcément envie de remplir plein de formulaires, mais en revanche ils continuent à faire leur travail, en particulier ils produisent des certificats. On peut fédérer les certificats et un certain nombre de traitements, notamment le traitement du langage, extraire de l'information. Voilà. Et je finirai sur cet exemple un peu particulier, qui est au confluent de plusieurs domaines. On a un projet avec le ministère de la Justice qui est de se dire, très bien, l'intelligence artificielle et le big data, ça peut peut-être servir notamment en médecine légale. Maintenant, quelle est la pertinence, quel est l'intérêt et surtout, qu'est-ce que ça pourrait changer et qu'est-ce que ça pourrait impliquer. Donc ne pas rester sur l'idée purement technique, mais de se dire en termes de représentation et d'utilisation, notamment auprès des magistrats, qu'est-ce que ça peut changer. Voilà, ça je pense. Si je résume un peu ce que j'ai pu vous dire, sur le niveau national, le niveau un peu plus local, la majorité des projets actuels, ce qui peut être amené à changer assez rapidement, c'est soit sur données plutôt propres, d'un service, d'une unité de recherche typiquement. De plus en plus, notamment la PHP, on va éventuellement vous solliciter pour travailler sur un entrepôt de données, s'il existe. Et puis des études effectivement sur PNSI ou le CNDS de façon plus large. Des projets qui seraient qualifiés de façon, on va dire, le plus évidemment possible de big data, au sens où on va prendre plein de sources différentes, les regrouper, les combiner pour en tirer quelque chose d'original, c'est pas la majorité. Un exemple que vous pouvez trouver, notamment la PHP, c'est de dire, on va essayer de regarder les admissions aux urgences pédiatriques pour problèmes respiratoires, pour dire ça simplement. Et non seulement on va prendre les données aux urgences, les données de consultation, et on va essayer de les coupler aux données météorologiques, parce que vous avez des données météorologiques en Ile-de-France disponibles, des données du lieu de vie au sens du quartier, de qualité d'air, parce qu'elles sont aussi disponibles dans de qualité de façon à peu près correcte en Ile-de-France encore. Là, vous êtes déjà plus dans une perspective de recouper un certain nombre de données un peu différentes. Du point de vue du stockage, toujours, de ce que je vous ai dit, si on doit retenir, si je dois en tout cas retenir les bénéfices à l'heure actuelle, il y a eu un certain nombre d'efforts quand même, effectivement, de structuration. Vous avez vu, c'est pas parfait, effectivement, tout le monde ne parle pas avec tout le monde et tout n'est pas uniformisé, mais il y a eu des efforts de visibilité aussi. Je vous l'ai dit encore une fois, au niveau des établissements, c'était plutôt quelque chose
fait au sous-sol, et voilà, maintenant c'est reconnu. Si la conférence des directeurs généraux des CHU a décidé d'installer un groupe là-dessus, c'est principalement pour lui donner une certaine reconnaissance et demander comment faire. Puis d'accessibilité, les données sont quand même plus accessibles qu'à une époque. C'est pas dû qu'au big data, mais c'était un effet un peu collatéral justement, de pouvoir passer peut-être d'études monocentriques à multicentriques, peut-être de façon un peu forcée, parce qu'il a fallu quand même faire accepter à tout le monde qu'il était possible éventuellement que vous, étant dans un service de cardiologie particulier, vous puissiez éventuellement utiliser les données des services de cardiologie des autres établissements de la PHP par exemple. Et le début d'une prise de conscience de plusieurs enjeux plutôt critiques, je vous l'ai dit, sur les métiers. Certes, la donnée, elle existe, elle est stockée, plus ou moins bien, de façon plus ou moins pérenne, mais sans ressources humaines, ça va être compliqué. Le matériel, effectivement, voilà, à la PHP, ça se passe pas si mal. Hein, vous avez une quarantaine d'établissements, je suis en train de reconfigurer un peu le matériel, mais initialement, on n'était pas du tout dans des idées de matériel, comme on le rêve un peu sur le big data à la Google, on était sur des choses très classiques. Et l'idée, et ça a été un peu esquissé tout à l'heure aussi, de se dire que sans coopération intra- ou inter-institution, ça va être compliqué, parce que chacun veut garder soit ses données, soit les récupérer, et sans partage, c'est difficile. Pour ce qui est des limites, on reste très centré sur la donnée, même si encore une fois, sans données, on ne va pas faire grand-chose. Il y a l'idée qu'on reste sur un régime plutôt taille de promesses à l'heure actuelle, parce que le big data a réussi à prouver réellement la pertinence de différents types d'usages qu'on a pu décrire. Il y a des choses qui se font, mais c'est quand même pas forcément acquis pour tout. La tendance au stockage centralisé, alors certes, ça a des facilités de traitement. On est tout au même endroit, c'est plus simple. Mais vous avez ce qui va avec, des difficultés typiquement de maintenance ou aussi de mise à l'échelle, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une inflation. On augmente le périmètre des données, et puis théoriquement, si vous ne le faites pas au fur et à mesure, demain vous aurez à l'hôpital plus de patients qu'aujourd'hui, parce que vous n'aurez pas effacé ce data. Et un paradoxe, à savoir qu'on met l'accent sur la donnée, mais entre guillemets pas sur leur archiviste, ni sur les catalogues, ni sur la documentation. Donc en admettant qu'on soit sur un mode où, par exemple, comme le Health Data Hub, où une des idées ce serait de dire, très bien, moi j'ai envie de faire une étude sur tel sujet, qu'est-ce que vous avez comme données? Vous donnez un peu pêle-mêle, on a telle ou telle donnée sans vous donner un peu de documentation, sans de maintenance, sans quelqu'un qui soit garant au sens quotidien du terme finalement, ça va être compliqué. Même c'est pas très réaliste. Donc finalement, on va dire c'est certes une problématique de stockage, mais c'est pas tant une problématique de stockage, il y a des données qui sont déjà produites ça, pour le soin, ça ne réduit pas tout, qu'une problématique d'organisation, notamment des rapprochements de données, de leur accès, de leur utilisation. Et certes, du matériel, il en faut, mais il y a les compétences qu'il faut, qui ne sont pas forcément si exotiques que parfois on essaie de le dire, le fameux data scientist qui sait tout faire depuis le branchement de l'ordinateur à l'analyse, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Des choses un peu plus lisibles, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois que vous avez reconnu que ça peut être une utilité, il faut essayer de s'accorder et de partager les référentiels. Il y aura plusieurs choses qu'on pourrait retenir, je pense, mais parmi les messages qui me paraissaient importants, si on veut simplifier un peu les choses ou s'aider à la réflexion, le stockage pas tout seul, en lien avec les usages et les traitements, encore une fois, données, traitements, usages. Ne pas forcer le stockage comme quelque chose de statique, c'est quelque chose qui évolue de toute façon. L'archivage numérique est fragile. De toute façon qu'on numérise, mais c'est quelque chose de fragile, les formats peuvent évoluer, ils ne sont pas forcément maintenus. Et encore une fois, il y a besoin de quelqu'un pour être au moins la mémoire vivante et la ressource spécialisée là-dessus. Pas penser le stockage forcément cloisonné, mais plutôt penser les modalités de partage, et pas forcément centralisé non plus. C'est un peu l'idée du Health Data Hub, c'est-à-dire penser les flux et les connexions. Et finalement identifier et organiser les circuits, depuis la capture de la donnée jusqu'à son utilisation de toutes les petites séquences qui peuvent être entre les deux. Voilà, je vous remercie. On va passer aux questions. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question qui m'est venue. Est-ce qu'on pense à la commercialisation du big data? C'est pas ça, mais c'est peut-être complètement. Qu'est-ce que vous entendez par commercialisation?
Pour ce qui est de la constitution des entrepôts, étant donné qu'on a reconnu que ça avait un coût notamment, et que ça pouvait être aussi une source de valorisation, non pas que pour l'établissement, mais à l'extérieur, un des usages identifiés dans un certain nombre d'établissements hospitaliers, ça a été de dire ça peut permettre d'identifier des listes de patients à recruter pour les essais cliniques. Et donc c'est un service monnayable. Voilà, par exemple. Et pour l'industrie pharmaceutique, par exemple? Ah bah on est pas loin, parce que qui dit liste de patients à recruter dit essais cliniques, dit essais pharmaceutiques. En faisant vite. Mais oui, ça arrive en première ligne. C'est pas dit dans la brochure d'information. Pour répondre aussi peut-être à une des questions tout à l'heure sur l'idée de l'information, depuis 1 ou 2 ans maintenant, la brochure d'accueil quand vous êtes patient à la PHP, si vous prenez le temps de la lire, a priori pas le cas, vous êtes informé que vous avez le droit à vous opposer au traitement statistique effectivement de vos données qui sont recueillies lors de votre séjour, etc. Si vous avez un compte rendu d'urgence, c'est marqué en petit aussi à la fin du compte rendu d'urgence. Moi j'ai une question un peu technique. Je comprends l'intérêt de faire des agrégations et des études multicentriques, en particulier dans des maladies rares. Je vois quand même une difficulté à gérer le problème de standardisation, de production des données, qu'il s'agisse de données d'anatomopathologie ou de données de maladie, de diabète par exemple. Quand vous moulinez vos simulations, comment est-ce que vous prenez en compte cette diversité qui est vraisemblablement aussi introduite au niveau de la variabilité de protocole et de traitement d'un centre à l'autre? Ça me paraît quand même une question technologique importante. Est-ce qu'elle ressort systématiquement dans l'analyse que vous faites de votre ensemble de données? Est-ce que comment vous la traitez? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Ouais. La PHP, typiquement, une des réponses a été de dire il y a Orbis maintenant. Enfin, il y a Orbis, logiciel unique, on va dire, tout simplement. L'uniformisation par les entrées, les formats, hein, d'accord. Après, l'opérateur peut très bien rentrer des choses finalement sensiblement différentes dans le même logiciel. Ah, mais même avec un logiciel, c'est ça. C'est qu'à la base, les données initiales, que ce soit exploration pathologique ou, je veux dire. Après, les idées de format et de standard, effectivement, si vous vous adressez au ministère, ils vous disent, nous, c'est un vieux problème, on n'a jamais réussi à le résoudre, et puis de toute façon, on n'a pas envie d'y aller. Hein c'est un autre problème. Et puis l'autre nouvelle de la réponse, puis je vous laisse tranquille, ça a été de dire, vous avez quand même des philosophies très différentes derrière. Il y a un volet quand même très idéologique derrière le big data, et puis ce qui va avec. Et un des volets, c'est de dire de quoi vous me parlez, pas de problème. Moi je fais des analyses, et puis c'est les données qui parlent. Et puis voilà, non, j'exagère, mais il y a un courant qui est un peu de ce ordre-là, qui est à l'opposé vraiment de la démarche de la recherche clinique classique, où effectivement vous allez standardiser, vous avez un protocole, etc., vous allez maîtriser au maximum de choses, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer? Moi, ce que je crois comprendre, c'est que l'analyse de données hétérogènes est beaucoup plus difficile que l'analyse de données relativement homogènes. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les différents centres producteurs de sources de données, finalement, conduisent à des données hétérogènes ou pas? Après, ça dépend, je pense, au cas par cas du type de données, du type de pathologie, non? Vous avez l'expérience là-dessus? Là aussi, il y a plusieurs réponses. La réponse la plus classique, c'est l'effet centre de toute façon, qui peut se retrouver aussi de ce côté-là. Après, encore faut-il se donner la peine, effectivement, soit de le mesurer, soit de le prendre en compte. C'est ça. Ce qui est effectivement pas forcément le cas. On va prendre une question en haut, une dernière question. Pas une question, c'est pour répondre. Il y a quand même, en tout cas sur les données médicales et biomédicales, il y a quand même des collégiales à la PHP par spécialité où on essaye d'harmoniser nos pratiques. Donc, Bien sûr. quand même. Donc les pratiques, même si vous travaillez loin, sont assez harmonisées. Sur les big data, en tout cas les essais multicentriques, il y a des données qu'on arrive à s'envoyer à distance d'un centre à l'autre, même à l'autre bout de la France ou du monde. Que ce soit des images, de la radiologie, de l'histologie, on arrive à faire lire de façon anonyme des résultats faits ici par d'autres chercheurs sur des thématiques données très très loin. Donc il y a quand même un moyen de minimiser l'effet centre. Avec des exceptions peut-être notoires dans certains domaines, je pense à l'IRM, où on essaye pourtant, je veux dire, de multiplier le partage de fantômes pour commencer à voir si effectivement on peut rapprocher les données produites sur deux centres et des appareils différents. Oui, c'est mais peut-être un cas particulier qui me fait voir la meilleure façon de faire pour l'IRM ou la radio, ça va être de faire lire à distance des clichés par un autre médecin.
avec une grille de lecture commune. D'accord. Donc c'est plus les déterminants, c'est la méthodologie. Voilà, c'est ça. On s'entend plus. Effectivement, mais ça sous-entend des choses. C'est déjà, on n'est pas juste sur le mode du il y a des données, on va mettre entre guillemets un analyste et il va répondre à la question. Encore une fois, en caricature, on peut dire que quand même il y a une collaboration serrée, parce qu'une relecture des données, on va se donner la peine d'aller voir comment c'est fait. Et voilà, ce qui est déjà une étape au-dessus. Et après, encore une fois, effectivement, c'est aussi bête que ce que je veux commettre là-bas, c'est le même que à côté, est-ce que l'IRM de tel endroit c'est le même, etc. Et ça, si c'est pas au moins documenté, parce qu'effectivement, encore, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas non plus, c'est peut-être des choses à amener à augmenter, mais l'idée de, avec quoi on a capturé, si on ne se donne pas la peine effectivement d'aller rechercher individuellement, c'est difficilement disponible. Juste pour la glycémie, entre Avicenne et Jean-Verdier, on n'a pas la même unité de mesure. Oui, voilà. On remercie encore Thomas Lefebvre pour son intervention. Merci. Et on enchaîne.